Un vieux pêcheur découvrit un jour 2 jumeaux abandonnés dans son bateau et les éleva comme ses propres enfants. 18 ans plus tard, leurs parents biologiques réapparurent, et leur requête fit pleurer le vieil homme. Sur les rives majestueuses du lac Asie, dans le petit village de Talloires, caché du monde par les pentes enneigées et le climat rigoureux, vivait un vieil homme solitaire nommé Anatole. Sa maison se trouvait à quelques dizaines de pas de l'étendue glacée du lac, où, en hiver, le vent hurlait si fort que même les murs semblaient craquer sous sa force. Anatole avait passé toute sa vie au bord de cette étendue d'eau, qu'il considérait comme un être vivant, une amie, une source de vie, et parfois, un juge sévère. Né au village, il était fils et petit-fils de pêcheurs. Bien que sa jeunesse l'ait mené au service militaire dans le nord et l'ait exposé à des villes lointaines, Anatole avait toujours su qu'il reviendrait auprès de Dan. Après avoir perdu sa femme et son fils unique, il se retrouva seul. Les villageois le respectaient non pas pour ses rares paroles, mais pour ses mains fortes comme des avirons, ses yeux reflétant les 1000 couleurs du ciel et de l'eau, et pour sa gentillesse calme et inébranlable. Par un froid matin de janvier, alors que les températures descendaient à -30 degrés Celsius, Anatole se leva avant l'aube. Il s'apprêtait à s'aventurer sur le lac gelé, à percer un trou dans la glace et à tenter sa chance à la pêche. Tout était comme d'habitude, le samovar posé par terre, ses mitaines pleines de trous, une louche chargée et une tarière bien aiguisée. Dans l'obscurité, il marcha vers son vieux bateau amarré près du rivage. L'hiver, il l'utilisait comme abri de rangement. Mais en ouvrant le panneau, il se figea. Nichés parmi des cordes, des filets et des seaux vides, se trouvaient 2 petits paquets. Il crut d'abord que c'étaient des sacs, mais l'un d'eux remua. D'une main tremblante, Anatole déballa délicatement une couverture pour révéler une petite fille aux joues roses, étroitement emmaillotée. À côté d'elle reposait un petit garçon aux yeux sombres et vifs, le regard grand ouvert et attentif. Tous deux étaient confortablement emmitouflés dans des couvertures de laine, le visage de la fillette était à peine visible, tandis que le garçon remuait silencieusement les lèvres comme s'il essayait de parler. Au début, Anatole craignit de se faire des idées. Il tendit l'oreille. Les bébés respiraient. Il n'y avait ni lettres, ni panier, ni pancarte à proximité, seulement de la neige fraîchement balayée par une tempête récente. Il tourna son regard vers la forêt et les maisons au loin, mais tout était silencieux, comme si le lac lui-même lui avait fait ce don mystérieux. Sans hésitation ni hésitation, Anatole prit les nourrissons dans ses bras, sentant leur petit corps trembler de froid, et les emporta chez lui. Là, sur son vieux lit, il les enveloppa chaudement, alluma un feu et fit chauffer du lait, un reste de la récente visite d'un marchand. Il se déplaçait doucement, instinctivement, comme si ce moment était écrit depuis longtemps. Les jours passèrent, et les enfants ne tombèrent pas malades. Au contraire, ils gagnèrent en force. La petite fille souriait souvent, tandis que le garçon observait les alentours avec curiosité, comme pour comprendre où ils se trouvaient. Anatole les appela Alexandre et Aline, ignorant leurs prénoms, et peut-être refusant de les connaître. Pour lui, ce matin-là marquait un nouveau départ. Les villageois furent d'abord surpris, certains murmuraient des doutes, d'autres soupçonnaient le vieil homme de cacher quelque chose. Certains suggérèrent même d'appeler les autorités. Mais Anatole déclara simplement « Ils sont à moi maintenant », sans fournir d'autres explications. Au conseil local, les gens se touchèrent les tempes avec incrédulité avant de laisser tomber. Les enfants étaient vivants, soignés, et les intentions du vieil homme étaient claires. Ainsi commença leur voyage. L'hiver s'éloignait lentement, laissant derrière lui des routes boueuses et à moitié dégelées sous un ciel gris et lourd. Au printemps, Anatole construisit une balançoire devant sa maison pour les enfants. Il les emmenait pêcher, d'abord dans des paniers, puis dans ses bras. Lorsqu'il repoussait les limites, la vivacité d'Aline éclatait en un rire joyeux et sonore. Alex, plus calme et plus observateur, pouvait passer de longues heures au bord de l'eau, à lancer des cailloux et à regarder les ondulations se propager. Année après année, les jumeaux devinrent partie intégrante du village. Les voisins leur apportaient des biscuits et des livres. Marie-Paul, l'institutrice du village, leur donna d'abord cours à la maison, puis les conduisit en classe, où les enfants découvrirent avec étonnement que le monde s'étendait bien au-delà de la rivière d'Annie. Pendant ce temps, Anatole grandissait. Son dos se courbait davantage d'année en année, ses mains tremblaient plus souvent, mais une flamme nouvelle brillait dans ses yeux. Il vivait pour eux. Un jour, se confiant à un voisin, il dit que la vie avait repris son sens. Il racontait aux enfants des histoires ou des contes improvisés, leur apprenait à faire des nœuds et leur montrait à lire les traces dans la neige. Il ne parla jamais de cette nuit d'hiver où il les avait trouvés. Non par désir de cacher quoi que ce soit,
mais parce qu'il croyait en une vérité plus grande. La vérité ne réside pas dans l'origine, mais dans ce que l'on devient. Les années passèrent. Les enfants grandirent. Alexandre prit peu à peu les traits d'Anatole offensif et réservé, tandis qu'Aline, ressemblant peut-être à sa mère ou à quelqu'un d'autre, était vive, une flamme brûlant intensément dans son cœur. Mais tous deux partageaient un amour indéfectible pour le vieil homme qu'ils appelaient grand-père, même s'ils n'étaient pas liés par le sang. À 16 ans, Aline lui demanda, « Grand-père, c'est vrai que tu nous as trouvés dans un bateau ?» Anatole la regarda longuement et hocha la tête. Il n'ajouta rien, et elle ne posa plus de questions. Mais cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Elle resta éveillée, les yeux rivés au plafond, s'interrogeant sur leurs origines. Alexandre, lui aussi, commença à se débattre avec les mêmes pensées. Ces questions ne bouleversèrent pas leur monde, pourtant, pour la première fois, une inquiétude sourde s'insinua dans leur cœur. Pourtant, la vie continuait. Anatole chérissait chaque matin, se réveillant au son de leur rire devant sa fenêtre, de leurs pas sur le porche, des appels à la porte, « Grand-père, on est là ». Il savait qu'il n'avait pas seulement trouvé des enfants, mais une famille, un nouveau souffle de vie. Rien ne laissait présager qu'une tempête viendrait bientôt perturber ce havre de paix, menaçant de tout détruire sur son passage. Les années passèrent comme les crues printanières du Fougueux d'Anne, remodelant les rives à jamais. Alexandre et Aline passèrent de bambins potelés à adolescents, avec leurs propres opinions, désirs et doutes. Anatole ne vivait pas seulement au bord du lac, il respirait avec lui, percevant ses humeurs, lisant les nuances des vagues, prédisant le temps mieux que n'importe quel météorologue. Leur enfance était bercée par l'odeur de la résine, le son des cloches attachées au cou des vaches, les rires autour des feux de camp et la figure omniprésente et rassurante d'Anatole, toujours là avec son thé, ses conseils ou son silence bienveillant. Au village, ils étaient considérés comme de véritables habitants du coin. Plus personne ne remettait en question leurs origines, à l'exception peut-être de quelques vieilles femmes qui conservaient les ragots comme des recettes ancestrales. Mais même elles finirent par se taire, ayant compris qu'Anatole avait élevé Alexandre et Aline avec tant d'amour et de dévouement que leurs origines n'avaient plus d'importance. Alexandre gagnait le respect pour sa nature réfléchie, celle d'un homme qui écoutait avant de parler. De son côté, Aline devenait la voix de la jeunesse du village, vive, expansive, le regard pétillant et un cœur capable d'embraser tout autour d'elle. Bien que différents, ils se complétaient comme les deux ailes d'un même oiseau. Mais avec l'âge, des questions surgirent, des questions silencieuses, accumulées durant les nuits où le Dan murmurait ses histoires mystérieuses. Le premier à rompre le silence fut Alexandre. Un soir, assis près du feu avec Anatole, il demanda, « Grand-père, qui sommes-nous » Anatole resta silencieux un long moment, comme d'habitude. Puis, sans quitter des yeux les bûches crépitantes, il répondit simplement, « Tu es à moi ». Et il n'en dit pas plus. Alexandre n'insista pas davantage. Son grand-père avait depuis longtemps l'habitude de ne dire que ce qu'il jugeait nécessaire. Mais au fond de lui, un obstacle s'était dressé. Que signifiait vraiment « mien » ? D'où venait-il ? Pourquoi ? Qui les avait laissés dans ce bateau ? Avait-il des parents ? Et si oui, où étaient-ils maintenant ? Les questions d'Aline deviendraient encore plus directes. Son caractère ne lui permettait jamais de se satisfaire du silence. Le jour de ses 16 ans, debout à table, entourée de ses invités, elle déclara avec audace, « Merci pour tout, grand-père, mais je veux savoir d'où nous venons. » Un silence glacial s'abattit aussitôt sur l'assemblée. Anatole la regarda comme une étrangère. Pour la première fois, une lueur de peur traversa son regard. Puis il se leva silencieusement, sortit sur le porche et resta assis un long moment, fumant sa pipe. Aline ne s'excusa pas. Elle estimait avoir le droit de savoir, mais elle n'obtint jamais de réponse. À partir de ce jour, une distance subtile et presque invisible s'installa entre elle et Anatole au nez non pas du ressentiment, mais d'une frontière silencieuse et tacite. Ce n'était pas un manque d'amour, mais une perte de confiance. Comme si une porte invisible était restée fermement close malgré les coups persistants, mais vains. Alexandre tenta d'apaiser la tension. Il dit à Aline que le silence de son grand-père ne résultait peut-être pas d'un refus, mais d'une incapacité ou que la vérité était peut-être trop lourde à porter. Aline écoutait, mais elle n'était pas d'accord. En elle, une soif de vérité grandissait de jour en jour. Plus elle mûrissait, plus cette flamme devenait vive et intense. Pendant ce temps, la vie au village poursuivait son cours. Les hivers devenaient plus doux, les printemps plus longs. Les gens partaient, les maisons étaient démolies. Peu à peu,
Internet, le téléphone et la télévision s'infiltraient jusque dans les recoins les plus reculés. Aline rêvait de plus en plus de la ville, de son avenir, de partir étudier au loin. Alexandre, au contraire, se sentait profondément lié à la terre, à l'eau et au pain qu'ils partageaient. Aucun des deux ne s'imaginait vivre ailleurs qu'au bord du lac, aux côtés de leur grand-père. Pourtant, la question de leurs origines les hantait tous deux. Parfois, tard le soir, ils se remémoraient leur enfance commune, leur grand-père leur lisait de vieux récits, les effrayait avec des histoires sur l'esprit de Danny, leur montrait la glace chantante et leur confiait son rêve de découvrir un jour leur véritable identité. Ces conversations étaient rares, mais elles exprimaient une profonde nostalgie, non pas de ce qui était perdu, mais de ce qui restait inconnu. Anatole lui-même sentait leur regard fixé sur lui plus fréquemment, empli d'une attente silencieuse. Il comprenait qu'il cherchait quelque chose au-delà de son amour. Une lutte faisait rage en lui. Il ne savait pas si révéler la vérité lui apporterait le bonheur ou la destruction. Il craignait de briser l'équilibre fragile qu'il avait mis 18 ans à construire avec soin ou une famille fragile, unie même sans lien de sang. Parfois, dans le silence de la nuit, il se levait et ouvrait un vieux coffre où il gardait les couvertures dans lesquelles il avait trouvé les enfants. Il les contemplait en silence, cherchant des réponses. Il n'y avait ni mots, ni signes, ni indices. Une seule fois, alors qu'il dépliait le tissu qui enveloppait le garçon, une petite croix en bois gravée de lettres et d'un « N » s'échappa du tissu uni. Il l'avait gardé secret, n'en parlant jamais aux enfants. Pour lui, ce n'était pas le symbole d'un secret, mais d'un miracle. Il croyait que le destin lui avait confié ses enfants, et que tout le reste était secondaire. Mais pour Alexandre et Aline, les choses n'étaient pas si simples. Chaque jour les rapprochait du moment où la question « Qui sommes-nous » deviendrait impossible à ignorer. Ni amour, ni thé chaud du soir, ni partie de pêche à l'aube ne pouvaient apaiser ce besoin profond de vérité. Il grandissait comme un bloc de glace sur le dancier en hiver lentement, inexorablement. 2 années encore s'écoulèrent ainsi. Le jour de leur 10e anniversaire, alors que le lac était calme et gris et qu'aucun oiseau ne volait au-dessus de leur tête, une enveloppe apparut mystérieusement sur la balustrade de leur maison sans timbre, sans adresse, sans nom. À l'intérieur se trouvait une seule phrase manuscrite, « Ils sont à nous, et nous reviendrons ». La réponse tant attendue était enfin venue, mais avec elle, la peur. Depuis qu'Alexandre et Aline étaient entrés dans la vie d'Anatole, chaque jour prenait un sens nouveau. Même les hivers les plus rigoureux semblaient plus doux lorsqu'il entendait leur voix. 18 ans s'étaient écoulés depuis ce matin où il les avait trouvés dans son bateau. Jamais, pendant tout ce temps, il n'avait regretté sa décision. Il était certain que ses enfants étaient la plus grande bénédiction qu'il ait jamais reçue. Pourtant, chaque année qui passait, un sentiment croissant de danger imminent l'envahissait. C'était comme une vague lointaine ou une menace encore invisible, mais dont le grondement sourd se faisait déjà entendre. Il ne pouvait l'expliquer. Il savait seulement que la paix ne durerait pas éternellement. Ce matin-là, pourtant, rien ne semblait inhabituel. Le dancier reposait paisiblement, sans un souffle de vent. Alexandre nettoyait les filets de pêche tandis qu'Aline faisait bouillir de la confiture d'argousier. Anatole, assis près de la fenêtre, regardait la fumée s'élever droit vers le ciel sans résistance. C'est un bon signe, disait-il toujours. Mais cette journée s'annonçait moins bien qu'il l'avait imaginé. Alors qu'Alexandre sortait chercher son courrier habituel, quelques factures et un journal, il remarqua une enveloppe posée sur la rambarde. Comme la précédente, elle n'avait ni timbre, ni adresse de retour, ni même le nom du destinataire. Le papier était épais et légèrement texturé, l'encre bleu foncé étant fraîchement sèche. Au début, Alexandre crut à une farce ou à un message pour quelqu'un d'autre. Mais en l'ouvrant, il resta figé. À l'intérieur, il y avait une seule phrase, « Ils sont à nous, et nous reviendrons ». Pas de nom, pas de date, pas même d'initiale. L'écriture était soignée et posée, avec une légère pression de la plume. Alexandre relut la phrase, le cœur battant et les paumes moites. Il rentra tranquillement et tendit la lettre à Anatole sans un mot. Le vieil homme le lut une fois, puis deux. Le papier tremblait entre ses doigts. Il s'affaissa sur un tabouret, se raidissant comme si le poids des années était soudain devenu insupportable. Aline se précipita, prit la lettre et la lut elle-même. Le silence tomba. Seul le tic-tac de l'horloge antique et le faible crépitement du feu dans l'âtre troublaient le silence. « Qui sont-ils » demanda-t-elle d'une voix ferme, ni en colère ni effrayée, mais d'un calme glacial. Anatole ne dit rien. Il fixait le sol, comme s'il cherchait un sens dans les fissures des planches de bois.
Pour la première fois de sa vie, Aline le vit vraiment vieux, pas seulement fatigué ou brisé, mais accablé par le poids de ses années. « Tu sais qui c'est » murmura Alexandre. « Sinon, tu ne réagirais pas de cette façon. » Le vieil homme leva la tête, regarda les deux jeunes gens et resta silencieux un long moment. Puis, presque à voix basse, il murmura « Je n'en suis pas sûr, mais je soupçonne. » Cette confession résonna plus fort que n'importe quel cri. Une lumière vive s'alluma dans les yeux d'Aline. Elle n'a pas posé d'autres questions, pas à ce moment-là. Elle sentait que la vérité n'avait jamais été aussi proche et qu'elle ne reviendrait plus en arrière. Toute la journée passa sous le poids de ces mots. Personne n'a mangé. Anatole était assis près de la fenêtre, fumant sa pipe, perdu dans ses pensées. Aline arpentait la maison, incapable de se calmer. Alexandre essayait de se concentrer sur les tâches ménagères, mais son esprit revenait sans cesse à la lettre. Qui étaient ces gens? Pourquoi maintenant? Où étaient-ils passés ces 18 années? Alors que le soir tombait et que le ciel prenait une teinte douce, le lac reflétait la lumière déclinante comme du verre gelé. Aline s'approcha une fois de plus d'Anatole. Si tu sais quelque chose, dis-le, non pas par peur ou par devoir, mais parce que je suis ta petite fille, ou du moins je l'étais. Il soupira profondément, son visage reflétant une vie de perte. Quand je t'ai trouvé, commença-t-il lentement, je cherchais des réponses, tout comme toi maintenant. Mais il n'y en avait aucune. Aucune trace, aucun mot, rien, à part cette petite croix et ses paquets. Il s'arrêta, les mots lourds comme s'ils étaient arrachés du plus profond de son âme. Je n'en ai parlé à personne. J'avais peur qu'on t'emmène. Je n'ai pas pu le supporter. Je n'aurais pas survécu. La confession lui a coûté cher, chaque syllabe était une lutte. Les années ont passé, et personne ne s'est manifesté. Je pensais qu'ils étaient morts ou qu'ils t'avaient abandonné. Il tendit la lettre. Et maintenant, le voici. Aline hocha la tête, non pas en signe de jugement, mais avec la prise de conscience que le monde était bien plus grand que leur maison, leur village et leur amour. Cette nuit fut agitée. Le vent s'est levé, les nuages ont obscurci le ciel et même les chiens habituellement bruyants se sont tus. C'était comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant la prochaine étape. La lettre était posée sur la table comme un serpent enroulé, silencieux mais prêt à frapper. Au matin, Anatole fut le premier à se lever. Il alla au bord du lac, s'assit tranquillement dans la vieille barque et contempla l'horizon lointain. Son visage restait immobile, presque figé, mais ses yeux trahissaient le trouble qui le rongeait. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais il avait l'impression que son monde entier se fracturait, et que même l'amour ne suffirait peut-être pas à les protéger de la tempête qui approchait. Pendant ce temps, Alexandre et Aline se préparaient pour l'école, mais leur mouvement manquait de la légèreté et de l'insouciance d'autrefois. Ils échangèrent un regard qui n'était ni enfantin ni naïf, au contraire, une résolution silencieuse brillait dans les yeux d'Alexandre. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Même si la vérité s'avérait plus lourde que prévu, l'arrivée du printemps à Dancy semblait d'un calme trompeur. La glace du lac semblait déjà craquer. Des ruisseaux ruisselaient, emplissant les routes d'un parfum frais de terre humide et de résine de pin. Pourtant, tout aussi soudainement, la neige recommençait à tomber, ou un vent glacial se levait, hurlant violemment entre les planches des maisons. Il enfonçait le givre dans chaque fissure, comme si l'hiver tenace réclamait vengeance. Ce jour-là, une semaine après l'arrivée de la lettre anonyme, tout semblait inhabituellement calme. Le soleil brillait d'une luminosité surnaturelle, le ciel était d'une clarté cristalline et le village semblait désert, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Au milieu de cet étrange silence, un grondement sourd déchira soudain l'air un son intrusif, inhabituel et inquiétant, rappelant le survol d'un avion au-dessus de la taïga. Au début, Anatole crut rêver. Il était assis dans le jardin, en train de réparer une vieille canne à pêche, lorsqu'un rugissement profond et puissant résonna au-delà des arbres. Quelques instants plus tard, une voiture apparut derrière la colline, un SUV noir, immatriculé en France, qui brillait comme une goutte d'huile sur la neige. Il se gara soigneusement devant le portail. Une porte s'ouvrit et un homme grand et sûr de lui en sortit, vêtu d'un manteau sombre. Derrière lui, une femme vêtue d'un imperméable gris, les cheveux impeccablement coupés, l'expression sévère et indéchiffrable. Il marchait avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il désire, se démarquant avec force dans un lieu où tout le monde se connaissait par son nom et sa voix. Anatole se leva. Son cœur battait aussi fort qu'à son arrivée dans l'armée. Il ne reconnaissait pas les visages, mais au fond de lui,
il ressentait une étrange familiarité. Il resta immobile tandis que l'homme s'approchait, retira ses gants et hocha la tête d'un air grave. « Vous êtes Anatole Durand » déclara la voix, ferme et incontestable. Le vieil homme acquiesça en retour. La femme s'avança, son regard balayant la cour, la maison et les vieux traîneaux appuyés contre le mur. Elle ne dit rien, mais son regard exprimait tout, le dédain, l'aliénation, un net sentiment de non-appartenance. « Je m'appelle Michel Nicolas, dit l'homme, et voici ma femme, Irène Viktorovna. Nous sommes de France et nous devons vous parler d'Alexandre et d'Aline. » Anatole ne répondit pas immédiatement. Il resta figé un instant avant de se retourner lentement et de faire un geste vers le perron. « Entrez. » Ils entrèrent dans la maison. Alexandre et Aline s'affairaient au bord du lac, perdus dans leur monde, tandis que seule la chatte, paresseusement recroquevillée près de la fourrure, levait la tête pour observer les étrangers avec une légère curiosité. Michel retira soigneusement son manteau, le drapant sur le dossier d'une chaise avant de s'asseoir. Irène resta debout, réticente à toucher quoi que ce soit dans la maison. « Nous savons que vous les avez trouvés il y a 18 ans, commença Michel. À l'époque, la situation était compliquée. Nous ne pouvions pas les garder pour des raisons politiques. » Anatole haussa les sourcils, surpris, ne s'attendant pas à une telle franchise. Michel poursuivit, « Mon père occupait un poste important. Il y avait des menaces et des pressions. Nous avons été obligés de cacher la naissance des enfants. Nous craignons qu'ils ne survivent pas, ou pire, que les enfants soient kidnappés et utilisés contre nous. Cet hiver-là, nous les avons confiés à un bateau, sachant que tu les retrouverais. » Le vieil homme serrait les poings. À chaque mot, une colère grandissante montait dans sa poitrine, mêlée d'impuissance. Ces gens parlaient de ces enfants comme d'objets à abandonner, puis à récupérer une fois le danger passé. « Et maintenant, demanda-t-il d'une voix rauque et brisée, pourquoi ? » Irène prit la parole pour la première fois. Son ton était calme, presque mécanique. « Nous voulons qu'ils reviennent. Nous sommes prêts à prouver notre lien. Nous avons des documents, des tests ADN et des témoins. Nous ne cherchons pas le scandale, mais ce sont nos enfants. Il est temps qu'ils rentrent en France. » Anatole se leva lentement, s'approcha de l'âtre et ajouta une bûche au feu. Il évita de les regarder. Sa voix était à peine un murmure, mais elle avait la dureté de l'acier. « Leur maison ? Que crois-tu que ce soit ? Du sable, des planches, des poissons ? Tu crois que c'est comme des valises qu'on prend à la consigne ? » Michel se leva. « Nous comprenons votre attachement, mais vous n'êtes pas leur famille. Légalement, non, émotionnellement, peut-être, mais là n'est pas la question. Ils ont le droit de savoir qui ils sont, et nous exigeons que vous ne vous opposiez pas à leur retour. » Anatole se tourna vers eux. Une flamme féroce brûlait dans ses yeux, un feu que les ours comme les braconniers avaient rencontré dans la taïga. Il avança lentement et délibérément. « Cela fait 18 ans que vous ne vous souciez plus d'eux. Vous ne les avez pas recherchés, ni mentionnés. Et maintenant, vous revenez avec des papiers. Pensez-vous que les enfants sont une affaire inachevée ? Que votre arrivée puisse soudainement arranger les choses ? » Irène sortit un dossier de son sac et le posa sur la table. « C'est tout ce dont vous avez besoin. Nous leur offrirons une meilleure éducation, un avenir, tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir ici. Nous leur offrirons le choix. » À ce moment-là, Alexandre et Aline apparurent dans l'embrasure de la porte. Ils n'avaient pas entendu toute la conversation, mais les visages inconnus et les expressions tendues en disaient long. Michel les regarda avec une douceur inattendue. Irène força un sourire, comme si elle avait répété pour une publicité. « Alexandre, Aline, nous sommes vos parents. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Instinctivement, Alexandre s'avança pour protéger sa sœur, tandis qu'Aline regardait vers Anatole. Il ne dit rien, mais son expression en disait long. Ainsi commença un nouveau chapitre. Un chapitre où le passé refait surface, non pas avec des regrets, mais avec des exigences, où l'amour ne se mesure plus en années, mais en documents, où tout ce qui reposait sur la confiance et la chaleur humaine est menacé par des arguments juridiques et les ambitions d'inconnus. Dans la maison d'Anatole, le silence qui suivit la rencontre dura longtemps. Pas de larmes, pas de cris, pas d'explosion, seulement le lent relent de poussière. Après les paroles d'inconnus prétendant être les parents biologiques d'Alexandre et d'Aline, les frères et sœurs s'assirent tranquillement dans la cuisine en face d'Anatole, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en un seul jour. Il tenait le fameux dossier laissé par Michel et Irène dans ses mains, mais ne l'avait pas encore ouvert. Au lieu de cela,
Il serrait les coins des pages, comme s'il voulait que les mots écrits disparaissent par la seule force de sa volonté. Alexandre rompit le silence. La première chose à faire, dit-il d'une voix basse et hésitante, c'est d'écouter grand-père. Non pas parce qu'on le croit, mais parce qu'on a le droit de savoir. Aline détourna le regard vers la fenêtre, les bras croisés, refusant de prendre part à ce drame. Une tempête faisait rage dans son cœur. Pendant toutes ces années, elle avait cru que son grand-père était son seul vrai parent. Maintenant, des inconnus apparaissaient, se présentant comme sa mère et son père, des gens qui la regardaient comme une étrangère en disant « Tu es l'une des nôtres ». Le lendemain matin, Michel et Irène revinrent. Ils n'attendirent pas qu'on les invite et entrèrent dans la maison comme s'ils en étaient les propriétaires. Michel paraissait confiant, mais sans l'arrogance froide du premier jour, la tension et la prudence transparaissaient dans son regard. Irène resta glaciale, assise sans retirer ses gants. « Nous comprenons que ce soit un choc », a-t-elle commencé. « Nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole. Nous avons apporté des preuves, documents, certificats de maternité, résultats d'ADN. Tout est officiel. Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires. » Anatole resta silencieux, le regard perdu dans le lointain, comme s'il avait mentalement quitté la pièce et laissé son corps décider de la suite. La voix d'Irène rompit le silence. On ne nie pas l'évidence. Mais il y a une différence entre la biologie et la vie. Pour la première fois, Irène laissa transparaître une pointe d'émotion à un sourire sarcastique. Vous appelez ça la vie? Un village au bout du monde, sans éducation, sans avenir. Nous parlons de la France, des meilleures universités, d'un avenir que vous méritez. Nous ne sommes pas venus vous reprendre, nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. T'appartient. Anatole se retourna brusquement. Nous ne sommes ni des objets, ni des livres, ni des voitures. Nous ne t'appartenons pas. Nous avons été abandonnés comme des sacs oubliés. Et maintenant, 18 ans plus tard, tu reviens chercher ce qui t'appartient. Pourquoi? Michel soupira profondément. Parce que nous n'avons plus peur. Il y a 18 ans, il y avait une menace. J'ai travaillé avec des gens impliqués dans des affaires douteuses. Si quelqu'un avait appris ton existence, tu aurais été manipulé. Nous n'avons pas pu te protéger. C'était notre décision, une erreur, peut-être, mais dictée par la peur. Et maintenant, soudain, tu es courageux. La voix d'Aline tremblait lorsqu'elle répondit, et tu penses que tu peux simplement entrer et dire, nous sommes tes parents. Michel répondit solennellement, ce n'est pas seulement une question de courage. Mon père est mort. Avec lui, les menaces ont disparu. Il ne reste que la culpabilité. Nous t'avons cherché dès que nous étions en sécurité. Avant, c'était impossible. Maintenant, c'est possible. Alexandre resta silencieux un long moment. Puis il se leva, fit quelques pas dans la pièce et s'arrêta près de l'âtre. C'est pratique, non, dit-il amèrement. Quand il n'y a plus de danger, quand tout est en ordre, quand on peut enfin faire ce qui est juste. Mais on ne te connaît pas. Il fit un signe de tête à Anatole. On n'avait que lui, et ça suffisait. Irène se leva et dit, tu dois au moins essayer. Nous ne te demandons pas de l'oublier, mais nous sommes tes parents. Nous pouvons t'offrir davantage. C'est un fait. Anatole leva la tête, sa voix sèche et rauque, comme si elle traversait le sable. Plus? Qu'est-ce que plus? De l'argent? La ville? Un nom? Je leur ai donné de l'amour, du respect, de l'honnêteté. Je leur ai appris à travailler, à ne pas voler ni à mentir. Et toi, qu'est-ce que tu vas leur offrir? Michel ne répondit pas immédiatement. Il jeta un coup d'œil à Irène, qui inclina subtilement la tête en signe d'acquiescement. Des possibilités. Nous leur offrirons des opportunités. Tu le sais toi-même, tu vieillis. Combien de temps encore pourras-tu t'occuper d'eux? Laisse-les décider par elles-mêmes. Tu ne dois pas les retenir. Anatole se leva lentement, chaque mouvement semblant lui causer une douleur intense. Il s'approcha de la porte, l'ouvrit et se retourna pour dire « Va-t'en. Laisse-les réfléchir sans toi. » Michel voulut protester, mais Irène posa une main sur son épaule. Ils partirent en silence, la porte claquant derrière eux. Le silence enveloppa la maison. Alexandre s'avança et posa une main sur l'épaule de son grand-père. On ne partira pas comme ça. Aline s'assit à côté de lui et entoura Anatole de ses bras. Il ne pleurait pas,
mais ses yeux brillaient d'une profonde tristesse pas soudaine, mais de celle qui s'accumule au fil des ans comme la rouille sur un vieux bateau, jusqu'au jour où elle le brise complètement. Le passé dont Anatole n'avait jamais osé rêver n'était ni une légende ni un récit héroïque, mais une réalité grise et banale, faite de peur, de calculs et de décisions pratiques. Maintenant, il devait choisir entre retourner à ce passé ou persister dans un présent fondé non sur des promesses, mais sur des actes. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Michel et Irène à Talloires. Leur présence se faisait sentir même lorsqu'ils n'étaient pas près de la maison d'Anatole. Dans un petit village, les nouvelles voyagent plus vite que le vent sur le lac. Chacun savait désormais qui étaient ces gens, pourquoi ils étaient venus et quels mots avaient été échangés à huis clos. Certains regardaient le vieil homme avec pitié, d'autres jetaient des regards inquiets à Alexandre et Aline, comme s'ils pressentaient la fin inévitable où ceux qui les avaient élevés perdraient face à ceux qui reviendraient avec des droits légaux. Michel et Irène s'étaient installés temporairement dans un hôtel à la sortie du village. Malgré le cadre modeste, ils n'avaient pas changé de style ni de manière. Chaque jour à heure fixe, ils se présentaient chez Anatole, attendant près du portail, bien que personne ne les ait invités. Leur présence devenait de plus en plus tendue, leur impatience et leur irritation grandissant. À cette époque, Anatole quittait rarement sa maison. Il mangeait peu et dormait encore moins. Son regard s'assombrissait et ses mouvements ralentissaient. L'homme, autrefois un pilier de force, ressemblait désormais à un arbre rongé par la maladie, solide en apparence, mais déjà brisé intérieurement. Il avait l'impression que tout ce qu'il avait construit au cours des 18 dernières années s'effondrait sous son toit, impuissant à l'arrêter. Alexandre parlait de moins en moins. Il se repliait sur lui-même, passant des heures au bord du lac, à contempler l'eau comme s'il espérait que Dany, la gardienne de nombreux secrets, le guiderait. Aline, en revanche, ne tenait pas en place. Elle argumentait, s'énervait et exigeait des réponses de Michel, Irène et Alexandre. Elle cherchait une solution. La tempête en elle grandissait, dont elle ignorait même la direction. Le 8e jour de leur visite, Michel arriva non pas seul, mais accompagné d'un homme en costume, un avocat qui se présenta comme tel. Ils entrèrent dans la maison sans y être invités. Irène les rejoignit bientôt, assise près de la fenêtre. Sans hésiter, elle sortit son téléphone et commença à filmer ouvertement l'intérieur de la maison, suivie par Anatole lui-même. « Nous ne sommes pas venus pour menacer », commença l'avocat en consultant ses documents. « Nous sommes ici pour rétablir les faits. Nous avons la preuve de la filiation. La loi nous donne le droit de demander le rétablissement des liens familiaux et la garde de l'enfant. » Ces paroles ont fait l'effet d'un coup de marteau. Anatole faillit laisser tomber la tasse qu'il tenait. Lentement, il tourna la tête vers Michel, qui semblait attendre sa réaction. « Tu veux les prendre » murmura-t-il faiblement. « Les prendre comme des sacs dans un vestiaire ?» Michel soupira et s'avança. « Nous ne cherchons pas le conflit, mais ce sont nos enfants. C'est un fait médical, juridique et fondamentalement moral. Ils doivent vivre avec nous en France, y étudier et s'épanouir. Et moi ?» La voix du vieil homme tremblait. « Rien. 18 ans de rien. Toutes les maladies, les peurs, les joies, ça ne compte pas. » L'avocat resta impassible. « Nous reconnaissons votre rôle, mais la loi ne tient pas compte des émotions. Si les enfants sont d'accord, vous ne pouvez pas les retenir. De plus, nous vous demandons de ne pas interférer ni de leur faire obstacle. » Irène leva la tête. « Nous vous demandons de rester à l'écart. Une fois leur transfert terminé, vous cesserez tout contact. Ce sera mieux pour eux et pour vous. » Alexandre et Aline, toujours debout dans l'embrasure de la porte, ne pouvaient plus se contenir. Alexandre s'avança. « Que signifie cesser tout contact ? C'est notre grand-père. » « Il ne représente rien pour toi, » répondit sèchement Irène. « Biologiquement et légalement, rien. Nous sommes tes vrais parents. Il n'était qu'un personnage de passage. » Aline se précipita vers Irène, mais s'arrêta à un pas, ce n'est pas un passant. C'est le seul qui a toujours été là pour nous. Il ne s'est jamais enfui. Il ne s'est jamais caché derrière la peur. Il nous a relevés quand nous sommes tombés. Ce qui reste maintenant, dit Aline, ce sont juste des gens qui croient soudainement avoir des droits. Michel intervint. Nous comprenons votre douleur, mais je le répète, ce n'est pas une question d'émotion. Vous avez grandi. C'est à vous de jouer maintenant. Nous vous offrons ce que vous n'avez pas ici, des opportunités, de l'argent, de la sécurité et, surtout, un endroit où vous pouvez enfin être vous-même.
Alex secoua fermement la tête. Je le suis déjà. C'est moi qui ai grandi ici. Je ne suis pas le produit d'un appartement moscovite ni d'un silence confortable. Anatole se leva, puis se laissa aller en arrière sur sa chaise. Une nouvelle fermeté traversa sa posture tandis qu'il parlait, « Je ne peux pas vous interdire de partir. Je ne peux pas vous forcer à rester. Mais si vous partez, » il regarda Alexandre et Aline, « sachez que la porte vous restera toujours ouverte. Mais oubliez ceux qui disaient que vous n'étiez que des objets. Vous ne leur appartenez pas. Vous êtes à vous-même. Vous êtes devenu ce que vous êtes par vous-même. » Irène, furieuse, ferma son dossier et déclara « Nous reviendrons demain pour attendre une réponse. Sinon, nous serons obligés d'engager d'autres poursuites judiciaires. » Sur ce, ils partirent, laissant derrière eux un vide glacial. Le silence s'abattit sur la maison. Alexandre s'approcha de son grand-père et le serra dans ses bras sans un mot. Aline regarda par la fenêtre. Pas de larmes dans ses yeux, seulement de la fureur et de la détermination. Cette nuit fut la plus longue de leur vie. Pour la première fois, une famille fondée non sur le sang, mais sur le choix, l'amour et le travail quotidien, risquait d'être brisée non par une tempête, ni par la mort, mais par quelque chose de froid, juridiquement irréprochable et totalement dénué d'âme. Le choix revenait désormais à ceux qui avaient grandi dans l'amour, mais qui en étaient désormais privés. Le matin arriva tôt, comme toujours, mais l'air de la maison n'était plus le même. Le soleil se levait lentement sur le lac d'Assy, projetant de longues ombres à travers les parois vitrées et les fenêtres givrées. Les bruits de l'eau frémissante, du plancher qui grinçait et du pelage qui crépitait semblaient familiers, mais n'étaient plus réconfortants. Une inquiétude planait dans la maison qu'aucun thé chaud ni aucune couverture chaude ne pouvait dissiper. Alex et Aline étaient assis à la table de la cuisine, fixant en silence le dossier de documents qu'ils avaient laissé derrière eux. Anatole ne les quittait pas des yeux. Il n'intervenait pas, il attendait. Comme toujours, Alexandre fut le premier à rompre le silence. Sa voix était calme, presque dénuée d'émotion, mais chaque mot résonnait comme une douleur sourde dans sa poitrine. Nous devons réfléchir, non pas parce que nous voulons partir, mais parce que nous ne pouvons pas ne pas y penser. C'est notre vie, et elle a changé, que nous le voulions ou non. Aline regardait toujours par la fenêtre, le visage figé. À l'intérieur, un ouragan d'émotions faisait rage, mais dehors, tout était calme. « Tu crois qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas ?» demanda-t-elle sans tourner la tête. Alex ne répondit pas tout de suite. Il porta sa tasse à ses lèvres, mais ne but pas, « Je ne sais pas. Peut-être une ville, une université, un travail, des opportunités dont on a seulement entendu parler. Peut-être un autre monde. Peut-être qu'on devrait le découvrir. » Aline se retourna brusquement, les yeux brillants. « Voir, ce n'est pas partir. Ils veulent que nous oublions qui nous sommes, que nous abandonnions notre grand-père, notre vie, nous-mêmes. » « Ils n'ont pas dit d'oublier, » répondit-il doucement. « Ils ont dit d'avancer. » D'avancer. Aline se leva d'un bond. « Anatole nous a tout donné à partir de rien. Quand nous avions froid, il nous réchauffait. Quand nous étions malades, il veillait sur notre cheval. Quand nous avions peur, il ne nous demandait pas pourquoi, il restait simplement à nos côtés. Ce n'est pas de l'abandon. C'est de la trahison. » Anatole posa une main sur son épaule. Sa voix était calme, comme un lac apaisé après une tempête. « Ce n'est pas une trahison. C'est un choix. Et c'est à toi de le faire. Je ne peux pas te retenir. Je ne dois pas. J'ai fait ce que j'ai pu. Le reste te appartient. » Aline le regarda avec désespoir. « Tu vas nous laisser partir ?» Il lui sourit du sourire triste et désuet d'un homme qui en a trop vu pour ignorer les dures réalités de la vie. « Je te laisserai partir s'il le faut. Je ne te retiens pas. Je suis juste là tant que je peux. » Alex se rassit, la tête baissée. Une lutte faisait rage en lui. Il ne rêvait pas de luxe, mais il avait toujours été fasciné par les livres, et les histoires d'ailleurs. Il voulait voir ce qui se trouvait au-delà du village. Et maintenant, cette chance était là au réel, palpable, mais le prix à payer était bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Aline s'approcha de la fenêtre. Dehors, le vent chassait lentement les nuages. Elle revit le même SUV noir garé devant le portail. Michel et Irène n'étaient pas entrés. Ils attendaient, sereins, tels des chasseurs certains que leur proie viendrait d'elle-même. « Je ne partirai pas, dit-elle fermement. Annie ne signifie rien pour moi,
même si nous avons le même sang. Le sang ne fait pas une famille. Je reste. Alex ne répondit pas. Il se leva, s'approcha d'Anatole, le serra dans ses bras, puis se rassit. Je ne veux pas te perdre, mais je dois comprendre qui je suis. C'est peut-être naïf, peut-être que j'ai tort, mais je ne peux pas vivre sans savoir. Anatole n'a jamais cherché à convaincre. Il a accepté. Aline se tourna vers son frère. Tu crois que tu vas te retrouver parmi des gens qui débarquent avec des avocats et des papiers, comme si on était un projet d'entreprise. Je crois que la vérité est toujours en mouvement. Je dois essayer, mais je ne cesserai jamais d'être ton frère. Je ne cesserai pas d'aimer notre grand-père. J'en ai juste besoin. Les larmes finirent par monter aux yeux d'Aline. Elle ne les essuya pas. Elle les laissa couler comme neige au soleil. Alors vas-y, dit-elle, mais ne t'attends pas à ce que je revienne te chercher si tu changes d'avis. Les mots semblaient durs, mais Anatole comprenait. C'était sa façon de se protéger, d'exprimer sa douleur par des mots forts. Alex fronça les sourcils. Il ne la blâmait pas. Il ne se blâmait pas non plus. Il savait simplement qu'il n'y avait pas d'autre solution. 1 heure plus tard, il quitta la maison. Michel ouvrit la portière et Alexandre sauta à l'intérieur sans se retourner non pas par réticence, mais parce qu'il ne pouvait pas. Aline se tenait sur les marches, les lèvres tremblantes. Anatole s'approcha et la prit dans ses bras. Ses mains étaient froides, mais dans son étreinte, il y avait une chaleur qu'elle n'oublierait jamais. Il reviendra, murmura le vieil homme. Ou pas, mais tu resteras. Et c'est important aussi. La voiture disparut au détour du virage. Le silence retomba sur le lac d'Assy, mais ce n'était plus le même. C'était le silence d'après la rupture, le silence du choix. Le silence où le cœur d'Anatole se brisa sans jamais céder. Lorsque le véhicule noir a disparu dans le virage, ce n'est pas seulement Alexandre qui a disparu, c'est aussi une partie de la vie qu'Aline et Anatole avaient patiemment construite au fil des années. La maison, autrefois remplie de rires, de mouvements, de conversations autour du dîner et de rituels matinaux, devint soudain à moitié vide. Même les bruits changèrent. Les pas d'Aline résonnèrent plus fort. Le silence entre les coups de l'horloge était pesant, presque oppressant. Anatole marchait lentement, comme s'il craignait de perturber le fragile équilibre qui régnait depuis le départ de leur petit-fils. Aline parlait à peine. Elle se levait tôt, comme toujours, nourrissait les poules, allumait le feu, faisait le ménage mais tout cela machinalement, sans la flamme d'antan. Avant, ses gestes étaient pleins d'énergie et de détermination. Même en colère, elle agissait avec passion. Maintenant, elle semblait s'enfermer dans la routine, évitant tout contact, même avec Anatole. Non pas parce qu'elle était en colère contre lui, mais parce qu'elle ne savait pas quoi dire ni comment exprimer la douleur qui la brûlait. Alexandre n'appelait pas, n'écrivait pas, n'envoyait pas de lettres, rien. Au début, Aline allait tous les jours à la boîte aux lettres de fixe, le cœur battant, espérant y trouver quelque chose, ne serait-ce qu'une carte postale. Quelques mots, signe qu'il ne les avait pas oubliés. Mais la boîte aux lettres restait vide. Les semaines passèrent en silence. Chaque matin commençait avec espoir, chaque soir se terminait par une déception. Un jour, elle laissa tomber une tasse, incapable de supporter le vide plus longtemps. Anatole resta silencieux. Il savait que sa douleur ne pourrait être apaisée par des mots. Parfois, il s'asseyait à ses côtés, sans rien dire, juste là, près du sol. Parfois, au contraire, il la laissait seule, aller au bord du lac, faisant semblant de vérifier les filets. Lui aussi souffrait. Il n'avait pas seulement perdu son petit-fils, il avait perdu une partie de lui-même. Mais il était vieux et savait que la jeunesse a ses propres guerres et les silences qui les suivent. 3 mois plus tard, une rumeur se répandit dans le village. Alexandre avait été vu à la télévision. Un habitant raconta qu'un reportage diffusé sur une chaîne nationale montrait une œuvre caritative en France, mettant en scène un jeune homme de Dan qui avait récemment retrouvé sa famille après de nombreuses années de séparation. Cette nouvelle fit mal au cœur à Aline. Elle n'avait pas vu le spectacle, n'en avait pas entendu parler, mais le simple fait qu'il apparaisse dans un tel contexte comme s'il appartenait désormais à une autre vie, comme si elle et son mari n'avaient jamais existé lui brisait le cœur. Anatole apprit la nouvelle plus tard. Il ne dit rien, mais cette nuit-là, il ne se coucha pas. Il s'assit à la fenêtre, pipe à la main, scrutant l'obscurité comme s'il espérait voir Alexandre émerger de l'ombre, comme il le faisait à son retour de la pêche. Mais la fenêtre restait vide. Au-delà,
il n'y avait que le vent et quelques étoiles éparses. Pendant ce temps, Irène et Michel entamaient officiellement les démarches judiciaires. Ils adressèrent des lettres à l'administration locale pour déclarer leur intention de recouvrer leurs droits parentaux. Anatole reçut une notification. Il la lut comme on lit les rêves des autres avec une distance inexplicable. Il n'a pas protesté. Il n'avait pas l'intention d'aller au tribunal. Il comprenait que toute lutte serait vaine. Mais au fond, il espérait encore qu'Alexandre changerait d'avis, qu'il reviendrait seul, sans papier ni formalité. Aline ne pouvait pas pardonner aux patentes à son frère, mais à la situation elle-même. Sa rupture avec Alexandre n'avait pas été seulement émotionnelle, c'était devenu une guerre personnelle. Elle sentait que son départ avait brisé leur lien. Elle s'en voulait de ne pas l'avoir convaincu de rester, de ne pas en avoir assez dit, de ne pas l'avoir retenu, de ne pas lui avoir pris la main au dernier moment. Et maintenant qu'il avait choisi l'autre camp, elle avait pris sa décision. Il pouvait revenir, certes, mais rien ne serait plus comme avant. Un soir, en revenant du village où elle et Marie-Paul triaient des livres pour la bibliothèque municipale, Aline vit sur la table une lettre sans timbre, sans adresse de retour, juste une enveloppe comme celle avec laquelle tout avait commencé. Son cœur s'est arrêté un instant. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait un court mot. L'écriture était celle d'Alexandre, indubitable, nette, légèrement penchée vers la droite. Seulement 3 lignes. Aline, désolé, je ne sais plus qui je suis, mais chaque jour, quand je ferme les yeux, je te vois. Je ne t'ai pas oublié. Ces mots furent comme un coup de feu. Elle froissa le drap, le déplia, puis le froissa à nouveau. Elle ne pleura pas, mais quelque chose se brisa en elle non pas de tristesse, mais parce que l'espoir renaissait. Mince, fragile, comme la fine couche de glace sur Dan au printemps. Ce soir-là, Anatole la trouva assise près du hangar. Elle regardait le ciel, serrant la lettre dans sa main. Il ne posa pas de questions. Il s'assit simplement à côté d'elle. Il n'a pas oublié, murmura-t-elle. Anatole, stupéfait, hocha la tête. Il le savait. Il le savait depuis le premier jour où Alexandre était parti sans se retourner. Il le savait quand, la nuit, au lieu de dormir, il croyait entendre des pas dans la cour, pas de vrais pas, mais ceux qu'il connaissait par cœur. Il le savait, même si la France, les papiers et le silence les séparaient désormais. La même flamme brûlait toujours dans le cœur d'Alexandre. Mais jusqu'à son retour, tout resterait suspendu. La moitié de la maison à l'ombre, la moitié de la famille sous la tente. Et chaque nuit, la même question silencieuse revenait, est-ce qu'il reviendra? Personne ne la demandait à voix haute, mais cela flottait dans l'air, s'infiltrait dans les murs, les planchers et même dans le souffle de Dan. À l'arrivée de la lettre d'Alexandre, un changement s'opéra dans le cœur d'Aline. Ce n'était pas un pardon immédiat, ni un soulagement, ni un retour de confiance. Mais quelque chose avait commencé à bouger, comme la glace qui cède au printemps. Elle se remit à respirer, pas profondément, pas calmement, mais respirant néanmoins. Ces 3 lignes lui prouvèrent que le pont entre elles n'était pas entièrement détruit. Mais en même temps, une anxiété s'éveilla en elle. Si Alexandre se souvenait encore, s'il ressentait encore, pourquoi ce silence? Pourquoi ne revenait-il pas? Pourquoi ne se battait-il pas? Les réponses ne sont pas venues immédiatement. Le village continua son chemin, et malgré les bouleversements internes, tout semblait inchangé à l'extérieur. Aline recommença à aider à la bibliothèque. Elle passait plus de temps avec Anatole, qui, même s'il essayait de ne pas le montrer, s'affaiblissait. Il ne pouvait plus aller au lac. Il avait du mal à respirer le matin. Il restait assis longtemps près de la fenêtre, enveloppé dans une couverture, comme s'il disait déjà au revoir au monde. Un jour, en entrant dans une épicerie pour acheter de la farine et du sel, Aline croise la même femme qui lui avait parlé auparavant du reportage télévisé mettant en scène Alexandre. Cette fois, elle avait de nouvelles nouvelles. Elle sortit un magazine de son sac et l'ouvrit à la bonne page. Parmi les photos sur papier glacé, on pouvait voir Alexandre en costume, debout devant un grand immeuble. La légende sous la photo indiquait qu'Alexandre, fils de l'homme d'affaires et ancien homme politique Mikhaïl Kozianov, avait annoncé son intention de participer à une initiative jeunesse à la mairie. Officiellement, la famille Kozianov a confirmé avoir retrouvé ses enfants, précédemment portés disparus. Aline tenait le magazine dans ses mains tremblantes. Ses yeux étaient fixés sur le visage de son frère, scrutant chaque détail. C'était indéniablement lui, chaque trait lui était familier, mais quelque chose avait changé.
La lumière qui brillait autrefois dans ses yeux avait disparu. Bien qu'il semblait regarder droit dans l'objectif, son regard était vide, comme s'il ne voyait personne, pas même elle. Son expression était fermée, tendue, figée dans ce qui ressemblait à un masque. Puis, elle comprit, il n'était pas là de son plein gré. Plus tard, assise chez elle, elle sortit une lettre et la relut. Les mots la frappèrent avec une force nouvelle. La phrase « Je ne sais pas qui je suis » persista comme un poison, infectant ses pensées. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus rester passive, attendant des réponses. Elle devait découvrir la vérité, même si cela impliquait d'affronter des réalités douloureuses. Ce soir-là, elle s'assit devant le vieil ordinateur portable de son grand-père, brancha le modem et entreprit une recherche exhaustive, le nom de son frère, des photos récentes, des articles. Chaque image et chaque reportage le présentaient non pas comme une personne, mais comme un objet, un récit remarquable de retrouvailles familiales, salué comme un modèle pour le pays tout entier et un symbole de la Nouvelle-Russie. Pourtant, nulle part il n'était question d'Anatole, ni de la façon dont il avait vécu pendant 18 ans, de qui l'avait élevé ou de qui veillait sur lui pendant ses nuits de maladie. C'était comme si tout ce qui comptait vraiment avait été effacé comme si cela n'avait jamais existé. Mais un détail subtil a retenu son attention lors d'une interview avec Michel. Il a avoué, « Nous avons lutté pendant des années pour garder le silence afin de préserver l'honneur de notre famille et son héritage. Maintenant que la situation s'est stabilisée, nous pouvons enfin montrer que nous avons toujours été une famille. » Aline lui a relu cette phrase. L'expression « lutter pour garder le silence » confirma ses pires soupçons, il ne s'agissait pas d'une décision spontanée, mais d'une stratégie calculée. Alexandre n'était pas là en tant que fils, il était un symbole, une justification, un pion dans un jeu politique. Il n'y avait ni amour, ni remords, ni véritable désir de reconstruire une famille. C'était plutôt une manœuvre politique opportune, parfaitement synchronisée. Déterminée, elle monta dans un train de banlieue pour Outsk, puis prit un bus pour la France. Le voyage fut long et épuisant, mais sa détermination était inébranlable. Elle n'en informa pas Anatole, elle savait qu'il ne l'arrêterait pas, mais il s'inquiéterait. Au lieu de cela, elle lui laissa un mot, « Je reviendrai. Il faut que je comprenne. » La France l'accueillit avec son bruit, ses lumières éblouissantes, son atmosphère étrange. Trouver l'adresse de Michel fut facile, les médias avaient tout révélé, une grande maison dans un quartier sécurisé, gardée par des portails, des caméras et des sentinelles vigilantes. Devant l'imposante demeure, elle hésita, hésitant entre s'approcher et crier. Mais elle n'avait pas à s'inquiéter. Une demi-heure plus tard, Alexandre apparut, son manteau sur les épaules et une valise à la main. Leurs regards se croisèrent. Il s'arrêta, avançant lentement, l'incrédulité gravée sur son visage. « Que fais-tu ici » demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je t'ai trouvé, dit-elle simplement. J'ai vu que tu n'étais pas libre, que tu étais utilisé. » Elle marqua une pause, laissant les mots en suspens. La tête baissée, les épaules affaissées, Alexandre admit, « Je pensais pouvoir être utile ici, qu'on avait besoin de moi. Mais en réalité, je n'étais qu'un rouage dans leur plan. Tu n'es ni un objet ni un symbole, tu es mon frère. Tu ne leur es pas utile, tu nous es utile, à la maison, avec grand-père. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'il avouait ses craintes. « Je voulais écrire, mais j'avais peur d'avoir trop trahi, de ne plus pouvoir revenir en arrière. » « Il y en a un, » lui assura Aline. « Tant qu'on se souvient de qui on est, il y a un chemin. » Ce soir-là, ils étaient assis ensemble sur un banc près de la station de métro. Les voitures passaient, les gens se pressaient, mais les deux âmes de Dan avaient tout perdu, sauf l'une l'autre. La vérité qu'ils recherchaient était simple, elle ne se trouvait pas dans des papiers, des noms ou des mots, mais dans les choix de ceux qui étaient à vos côtés quand cela comptait vraiment. En France, tout lui semblait étranger. Au début, Alexandre fut accueilli avec des sourires, des vêtements neufs et des repas raffinés. Michel lui fit visiter le bureau, lui parla de contacts, d'opportunités et d'un avenir prometteur. Irène l'emmena faire du shopping, l'inscrivit à des cours et organisa des rencontres avec des personnalités influentes. Tous se répercutèrent sur le même message, il était l'héritier, un membre de l'élite, une source de fierté à mettre en avant. Pourtant, chaque jour, la façade devenait plus lourde et étouffante. Derrière les sourires se cachaient ordre, calcul et stratégie. On lui avait appris à parler avec précision, à se tenir droit, à se comporter avec noblesse. Mais la nuit, confiné dans une chambre d'hôtel stérile, il restait éveillé. Tout était trop propre, trop calme, trop faux.
Il essayait de comprendre les avertissements de Michel sur le passé fragile des années 1990. Alexandre voulait y croire. Mais quand ses pensées se tournèrent vers Dan, son grand-père et Aline, sa vieille maison aux volets usés et à l'odeur de poisson, son cœur se révolta. Là-bas, la vie était plus pauvre, plus froide, plus simple, mais vivante. Ici, tout était beau mais sans vie. Un jour, il surprit une conversation entre Michel et Irène. Passant devant une porte entr'ouverte, il perçut leur voix basse. « Il doit rester visible encore quelques mois », a déclaré Irène. Cela renforce l'image, valeur familiale, réunification, continuité. Avec les élections qui approchent, c'est efficace. Michel répondit, après, nous l'enverrons étudier à l'étranger. L'essentiel est qu'il n'ait aucune envie de rentrer. Il n'y a aucune condition ni relation ici pour lui. Nous devons l'isoler complètement de son passé. Alex se figea, paralysé par cette révélation. Il n'était qu'un outil, une simple image à manipuler et à isoler. Non pas accepté, mais utilisé. De retour dans sa chambre, tout habillé, il resta éveillé toute la nuit. Le lendemain matin, au lieu d'assister à une réunion prévue avec le maire, il partit discrètement, sans dire au revoir. Il n'emporta que son passeport, un peu d'argent et une vieille photo des 3 frères et sœurs, lui, Aline et Anatole, autour d'un feu de camp, le visage enfumé, un poisson grillé à la main. Le voyage de retour fut ardu. Il se sentait comme un fugitif, non pas fugitif de la loi, mais du mensonge. Il ne craignait ni le froid ni la distance. Sa seule crainte était ce qui l'attendait chez lui. Aline l'accepterait-elle? Anatole parviendrait-il à supporter le choc? Ou avait-il perdu à jamais ce qu'il considérait comme son foyer? Quand Alexandre atteignit enfin Talloires, la nuit était tombée et d'épais flocons de neige tombaient. Le cœur battant, il suivit le chemin familier jusqu'à la maison. La lumière à la fenêtre, le toit enneigé, tout cela lui était douloureusement familier. Il frappa une fois, puis une autre. Aline ouvrit la porte. Ils ne dirent rien, se contentant de se regarder. Les larmes emplirent les yeux d'Aline, même si elle ne pleura pas. Elle s'écarta et il entra, respirant profondément. Tout était comme avant, l'odeur du poisson, du bois et des cheveux. Anatole resta assis, las, immobile, le regard perdu dans le vide. Alexandre s'approcha et tomba à genoux devant lui, les mots lui manquant. Le vieil homme posa doucement une main sur la tête d'Alexandre. « Tu es rentré » dit-il doucement. Ces 2 mots dissipèrent la douleur, la culpabilité et la peur. Aline s'assit à côté d'eux et tous 3 partagèrent un profond silence, plus rempli de pardon que n'importe quelle parole prononcée. Dehors, le vent grondait sur la rivière d'Any. La neige continuait de tomber, et le monde restait aussi dur, complexe et contradictoire que jamais. Mais dans cette maison résidait une vérité simple, l'amour n'a besoin ni de preuves, ni de papier, ni de nom. Il existe, tout simplement. Quand tout s'effondre, l'amour perdure. À partir de ce moment, Alexandre parcourut les pièces, touchant les objets comme s'il les revoyait. Chaque fissure du plancher, chaque clou dans les murs, chaque pli des planches patinées d'Anatole lui semblait familier. Pourtant, intérieurement, il avait changé, non pas en apparence, mais en essence. Ce n'était plus un garçon qui avait quitté la maison, c'était un jeune homme qui comprenait la perte et la valeur de la vérité. Anatole ne posait aucune question, il était, tout simplement. Il préparait le porridge chaque matin, déposait le poisson apporté par les voisins sur la table, réchauffait la fourrure et restait silencieux. Parfois, il hochait la tête comme pour confirmer que tout était en ordre. Alexandre voyait rarement Aline, malgré le fait qu'ils vivaient sous le même toit. Elle évitait la conversation, se retranchant dans le silence. Pourtant, il sentait qu'il ne s'agissait pas d'hostilité, mais d'une protection mutuelle. Ils avaient tous les 2 besoin de temps pour réapprendre à respirer à l'unisson. Les jours passaient dans une sorte de demi-sommeil. Alexandre allait au lac, s'asseyait de longs instants à contempler l'horizon, cherchant non pas des explications aux événements, mais la marche à suivre. Il savait que son départ n'était pas passé inaperçu. En France, l'alarme avait déjà sonné. Bien qu'il ait éteint son téléphone et laissé des papiers derrière lui, les hommes de Michel la retrouveraient sûrement. Un jour ou l'autre, quelqu'un viendrait frapper à sa porte avec exigence et menace. Mais Alexandre n'avait plus peur. Ce n'était pas une fuite, c'était un retour. Un retour à lui-même. Le 4e jour, un télégramme arriva. Le facteur, plus inquiet que jamais, peina à le distribuer.
Alexandre déplia le bref message. Nous vous considérons comme disparus. Revenez de votre plein gré. Dans le cas contraire, une procédure officielle sera engagée. Il n'y avait ni nom ni emblème, seulement des initiales. Alexandre ne montra le télégramme ni à son grand-père ni à Aline. Il le brûla dans les bois, regardant les flammes le consumeur. Il n'avait jamais eu l'intention de fuir ou de se cacher, mais il réalisa que sa présence mettait en danger non seulement lui-même, mais aussi ceux qu'il aimait. Il pouvait faire pression sur Anatole par son intermédiaire, et il ne pouvait pas le permettre. Il prit donc une véritable décision, non par peur ou contrainte, mais en toute conscience. Il devait disparaître. Pas pour toujours, mais s'éloigner, laisser la situation se calmer, l'intérêt s'estomper, puis reprendre sa vie à sa guise. Cette nuit-là, il réveilla Aline, blottie dans un fauteuil, agrippée à un vieux coussin tricoté. À genoux, il lui toucha doucement l'épaule. « Je dois partir », murmura-t-il. « Non pas que je ne t'aime pas, mais parce que sinon, ils reviendront avec des papiers, des avocats, la police et tu souffriras. » Aline ouvrit lentement les yeux, la tristesse remplaçant la panique. « Où vas-tu aller » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Au nord, peut-être. Je chercherai du travail, je vivrai tranquillement jusqu'à ce que ça se calme. Ensuite, je reviendrai. Promis. » Elle hocha la tête et dit doucement, « Maintenant, je sais qui tu es. Je sais que tu reviendras, car tu es l'un des nôtres. Personne ne peut effacer ça. » Au matin, Alexandre dit au revoir à Anatole, qui comprit sans poser de questions. Le vieil homme lui glissa un petit morceau de papier plié dans la main. « Ouvre-le quand c'est vraiment dur, » dit-il. Avec juste un sac à dos, des vêtements chauds, de l'argent, une photo et ce mot, Alexandre est parti. Il n'a jamais regardé en arrière, marchant sur des sentiers enneigés jusqu'à ce que le village disparaisse derrière les sapins. Une fine neige tombait, le vent lui mordait le visage, mais sa poitrine était chaude. Il fit du stop, monta à bord d'un train de marchandises et atterrit en Yakoutie, dans un petit village ouvrier. Là, il trouva un logement temporaire et rejoignit une équipe de réparation. Il travaillait discrètement, révélant peu de choses sur lui-même. On l'acceptait. Il ne cherchait pas à attirer l'attention et ne se cachait pas. Lentement, il s'est installé au rythme de cette nouvelle terre. Chaque soir, il sortait la photo de son sac et souriait. Des semaines plus tard, il se souvenait du mot. En le dépliant, il lut la grande écriture familière, « Si ton cœur te guide, avance. Si tu as peur, avance lentement, mais ne t'écarte jamais du chemin que tu as choisi par amour. » Il le lut à plusieurs reprises, puis le glissa soigneusement dans la doublure de sa veste. À partir de ce moment, il ne le quitta plus. Tout dans sa vie s'était effondré. La France, la famille, le nom au perdu. Mais la vérité qu'il avait choisie était sa force. Près de 6 mois s'étaient écoulés depuis le départ d'Alexandre. Au village, personne ne savait où il se trouvait, sauf Anatole et Ésaü, qui gardaient le secret. Comme pour protéger une flamme mourante par une nuit glaciale, les appels cessèrent, les journaux cessèrent, et l'intérêt de Michel et d'Irène disparut aussi vite qu'il était apparu. Sans Alexandre devant les caméras, sans symbole à manipuler, leur influence avait disparu. Peut-être avaient-ils trouvé un autre candidat, ou étaient-ils revenus à leurs anciennes méthodes. Pour Dan, cela n'avait plus d'importance. La vie à Taloir continuait. La paix et la tranquillité, si caractéristiques de l'endroit, étaient revenues. Les pêcheurs reprenaient la mer, les femmes étendaient le linge près du feu et les enfants couraient sur les sentiers gelés. Chez Anatole, tout semblait inchangé, même si l'air semblait plus léger, moins anxieux que les mois précédents, mais pas encore complètement imprégné des vieux souvenirs. Ils attendaient patiemment, comme s'ils attendaient le printemps après un long hiver, sachant qu'il viendrait, même si ce n'était pas à la date prévue. Aline changea, pas soudainement, mais progressivement, devenant plus posée, plus profonde. Elle parlait moins, mais avec détermination. Elle a continué à aider à la bibliothèque, a écrit des articles pour le journal local et a dirigé un atelier d'artisanat pour les jeunes filles. Les gens ont commencé à la respecter, non pas pour son âge, mais pour sa sagesse. Elle n'était plus seulement appelée « petite fille d'Anatole », mais on l'appelait par son nom, avec respect. Elle partageait les inquiétudes d'Anatole. Il était clair qu'il s'affaiblissait. Il ne pouvait plus soulever un seau ni se déplacer sans soutien, mais à l'intérieur, une lumière subsistait, la même lumière qui avait maintenu la maison et ses habitants debout. Bien que son corps faiblisse,
Il s'asseyait souvent avec ses deux petits-enfants, lisant de vieux livres ou regardant par la fenêtre. Parfois, Anatole racontait des histoires, les siennes, pas inventées. Il a parlé de son service dans le Nord, d'une femme qu'il n'a jamais oubliée et de ses rêves d'enfance de devenir garde forestier. Aline écoutait et prenait des notes, non pas pour un livre ou un article, mais pour se souvenir. Chaque soir, ils allaient au lac. Même si cela devenait difficile, Aline enveloppait son grand-père dans des écharpes et le soutenait jusqu'au bord de l'eau. Là, il resta silencieux, écoutant le bruissement, les soupirs, le craquement de la glace ou la musique de la rivière d'Annecy qu'il comprenait. Un jour, Anatole dit doucement, « Sais-tu pourquoi je ne les ai pas laissés cette nuit-là » Surprise, Aline l'écoutait car il parlait rarement de leur arrivée. « Parce que tu avais peur, dit-il en secouant la tête. Non. Cette nuit-là, quand je t'ai retrouvé, j'étais au bord du gouffre. J'avais décidé de partir pour toujours. La vie s'était arrêtée. Ma femme était partie, mon fils était mort. J'étais vide. Et puis vous étiez là, deux petits bouts de vie. Un signe, un défi. Ce n'est pas moi qui vous ai sauvé, c'est vous qui m'avez sauvé. » Aline baissa la tête, ses doigts se crispant sur le bord du banc. « Tu étais tout pour nous, grand-père. Tu es mon dernier sens à la vie. » Ils restèrent au bord du lac jusqu'à la tombée de la nuit, puis rentrèrent. Anatole s'endormit dans le fauteuil près de la fourrure, et Aline ne le réveilla pas. Elle le recouvrit d'une couverture et s'assit à côté de lui. Cette nuit-là, on frappa doucement à la porte. À peine audible. Aline l'ouvrit et découvrit Alexandre fatigué, barbu, vivant. Il tenait un sac, s'efforçant de sourire, les lèvres tremblantes. Elle l'embrassa silencieusement, longuement et sans un mot. Le lendemain matin, Anatole ouvrit les yeux et vit Alexandre en train de préparer du thé dans la cuisine. Sans être surpris, il a simplement dit « Je le savais. »« Je suis à la maison, grand-père » répondit Alexandre. Ils ne parlèrent ni de son absence ni de son voyage. Cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était son retour. À partir de ce moment, un nouveau chapitre a commencé. Alexandre a travaillé au village, d'abord en aidant aux réparations, puis en trouvant un emploi dans un atelier. Il était respecté, non pas comme en France, mais comme un homme bon, travailleur et honnête. Les gens s'attachèrent à lui. Il n'était plus un symbole. Il était devenu un homme parmi son peuple. Des semaines après son retour, tous trois retournèrent au lac. La neige avait fondu et l'air sentait le printemps. Anatole regarda doucement Dan et ses petits-enfants, « Je peux partir en paix maintenant. Vous savez qui vous êtes, et qui je suis. » Alexandre prit la main d'Aline, et elle tint la sienne. « Tu es notre maison, dit-elle. » À ce moment-là, tout était clair. Le sang ne fait pas tout. C'est le choix qui compte, celui de se soutenir mutuellement, d'attendre en silence, de croire même lorsque le doute s'insinue. Les liens de l'amour ne sont pas brisés par le temps, la distance ou les fautes. Le temps ne pardonne peut-être pas la faiblesse, mais il donne la compréhension. Les mois passèrent et Alexandre et Aline vécurent dans la maison d'Anatole comme les gardiens d'un sanctuaire. Alexandre a réparé les planches pourries de la grange et remis à neuf les volets. Aline a transformé une pièce en mini-bibliothèque. Les enfants sont venus lire et écouter des histoires sur la rivière d'Annie et le pêcheur qui a sauvé deux bébés. Surtout, les rires sont revenus, parfois timides, parfois éclatants. Il y avait de la vie dans leurs rires. Anatole, bien que quittant rarement sa chaise, le ressentait profondément. Il ne s'aventurait plus dehors. Sa respiration devenait difficile, ses mains tremblaient lorsqu'il tenait une cuillère. Pourtant, il ne s'est jamais plaint. Toujours calme et digne. Ces quelques mots étaient des encres dans la conscience des petits-enfants. Il n'enseignait pas par la parole, mais par sa manière de vivre. Ils ont appris. Chaque matin, Aline lui peignait les cheveux, lui apportait le petit déjeuner et lui lisait à haute voix de vieux récits de pêche ou des articles de presse. Il écouta, sourit, puis ferma les yeux. Les nuits étaient agitées, mais il ne se plaignait jamais. Le soir, Alexandre jouait de la vieille balalaïka trouvée au grenier. Les trois étaient assis près du feu, comme ils l'avaient fait dans leur enfance. Mais le corps d'Anatole se lassait. Il se retirait plus souvent, regardant dans le vide comme s'il se remémorait des souvenirs lointains. Un jour, il convoqua Alexandre et lui remit une petite boîte en bois. « Quand je serai parti, dit-il doucement, tu ouvriras ceci. » Alexandre a voulu protester, disant que c'était trop tôt.
Mais les yeux clairs de son grand-père ne reflétaient ni peur ni tristesse, seulement la paix. Quelques jours plus tard, Anatole s'éteignit tranquillement dans son sommeil, comme s'il achevait son voyage. La maison ne contenait ni larmes ni hystérie, seulement un silence profond et véritable. Aline et Alexandre sont restés à ses côtés, ont lavé son corps, l'ont habillé de sa chemise de vacances et l'ont déposé dans le cercueil qu'Alexandre avait fabriqué l'hiver précédent. Quand ils savaient qu'Anatole ne survivrait plus très longtemps, les funérailles furent modestes. Tout le village est venu lui rendre hommage. Les anciens restèrent silencieux, les jeunes se tenaient la main. Les enfants ne comprenaient pas les conversations chuchotées. Peu de mots ont été prononcés, mais beaucoup de choses ont été transmises par les regards et les actions. C'était un homme respecté sans explication. Il a été enterré sur les rives de la rivière Dany. La terre était dure, mais Alexandre a creusé la tombe lui-même. Il voulait enterrer son grand-père là où il s'était toujours senti chez lui. Après les funérailles, le silence remplit la maison. Même le vent semblait passer sans s'arrêter. Cette nuit-là, Alexandre s'assit à table et ouvrit lentement la boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une lettre, roulée comme un allume-feu de journal d'enfance. L'écriture était indubitable. Alexandre, Aline. Je n'aurais jamais cru vivre vieux. Je croyais que je quitterais ce monde rapidement, comme ceux qui m'ont précédé. Mais Dieu t'a donné à moi. Tu n'étais pas une coïncidence, tu étais ma réponse. Quand je t'ai trouvé dans le bateau, je n'ai posé aucune question. Je savais simplement que tu avais désormais une raison de vivre. Je n'avais pas de livre sur la parentalité, seulement mes mains, mon cœur et la rivière Dany. J'ai fait ce que j'ai pu, pas toujours avec justice ou douceur, mais toujours avec amour. Je vous ai vu grandir, devenir vous-même, différents les uns des autres, différents de moi, mais vrais. Quand Alexandre est parti, je savais qu'il reviendrait, non pas parce que le village était meilleur, mais parce que la famille n'est pas un lieu, c'est un choix. Tu m'as choisi et je t'ai choisi. C'est ma plus grande réussite. Prenez soin les uns des autres. Ne laissez pas le monde détruire ce qui a été construit, non pas avec du sang, mais avec de l'âme. Ton grand-père. Alexandre lut la lettre à haute voix tandis qu'Aline écoutait, les larmes aux yeux. Ils se tenaient côte à côte, silencieux mais forts. L'année suivante, la maison d'Anatole devient un lieu de rencontre pour les villageois, les voyageurs et les jeunes. Aline a transformé une pièce en musée rempli de filets, de cannes à pêche, de vieux vêtements, de photographies et du journal d'Anatole. Alexandre reconstruisit la jetée, y plaçant une plaque commémorative en forme de jetée en bois, portant l'inscription. À ceux qui nous ont soutenus pendant que nous coulions. Ils ne recherchaient pas la gloire, et pourtant la légende du pêcheur qui sauva 2 enfants et fut sauvé par eux se répandit dans tout le pays. Les visiteurs ont entendu l'histoire, certains y ont cru, d'autres en ont douté. Mais pour Alexandre et Aline, c'était leur vie. L'héritage d'Anatole ne réside pas dans les livres ou la gloire, mais dans un choix, quand tous l'exhortaient à se rendre, il a tenu bon. Alors que tout semblait perdu, il avançait. Bien qu'il soit parti, son esprit a survécu dans chaque regard, chaque ondulation de l'eau, chaque pas de ceux qui croient en l'amour inconditionnel. Si quelqu'un demande ce qu'a fait un vieux pêcheur, la réponse simple est, il aimait et cela a tout changé.